Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hémisphère, le carrefour des exploratrices et explorateurs de l'imaginaire. Voilà, vous êtes en compagnie de Karel à la barre aujourd'hui et à la vigie, Olbius, Pierre. Comment ça va, Pierre ? Ça va très bien, Karel. J'occupe mon poste avec fierté en ce beau dimanche matin, dans lequel on va un épisode dans lequel on va parler d'un film qui est encore une fois très riche en thématiques et en symbolique. Donc j'espère que les auditeurs et les auditrices en seront ravis. Ah oui, effectivement, c'est un gros morceau aujourd'hui qui a un petit regain de popularité. Récemment, les gens sur Twitter l'auront peut-être trouvé, malgré mes indices toujours plus cryptiques, au fil du temps, quoique là j'essaye de faire quelques petits efforts. Le film lui-même est cryptique, alors si tu veux, il y a des... Il est vrai, donc voilà, la forme rejoint le fond, la forme n'est-elle pas finalement le fond qui revient à la surface, si. Mon Pierre. Tout à fait. Voilà, et donc là, du haut de ta vigie, qu'est-ce que tu vois à l'horizon ? Qu'est-ce qui surnage là ? Alors je crois que on va parler de The Fall, de The Tarsem Fall. Singh. Exactement, The Fall de Tarsem Singh, qui est donc un film qui date de 2006, d'un réalisateur qu'on ne connaît pas forcément, ou en tout cas qu'on connaît sans le connaître. On va rentrer un peu dans les entrailles du sujet, évidemment dans le cœur de cette émission. Pour l'heure, vous pouvez évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter évidemment, sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à mettre les étoiles là où il faut. Voilà, n'hésitez pas à parler de cette confrérie d'explorateurs qu'on commence à C'est constituer. très important. Ça a l'air tout con, mais c'est important. Évidemment. N'hésitez surtout pas aussi à rejoindre peut-être l'embarcation sur Discord, voilà, pour ne serait-ce que redécouvrir nos anciens épisodes. On a parlé de pas mal de choses, on a parlé de The Green Knight, on a parlé de Paper Mario, The Origami King, et on a parlé la dernière fois, Pierre, est-ce que tu suis Harakiri, voilà. C'est quand même le 6e épisode là qu'on est en train de faire. Oui, c'est le 6e épisode déjà. Bah oui. Et du coup, alors que les apôtres du Spooky October se réjouissent parce que en fait, on a décidé de prendre un petit peu de retard sur la thématique Halloween. Voilà, reculer pour mieux sauter. Rendez-vous en novembre du coup. Pour l'heure, on reste en octobre, donc Pierre, je te propose qu'on y aille. Et c'est parti. C'est parti. Alors The Fall, Pierre, déjà on va peut-être faire un petit pitch avant de rentrer dans le portrait du bonhomme et du parcours un peu du film. Comment est-ce que tu es parvenu à ce film ? Déjà, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet aujourd'hui ? Écoute, je crois qu'une fois n'est pas coutume, c'est toi qui me l'avais recommandé il y a un petit moment. Après que tu m'aies recommandé Harakiri d'ailleurs. Oui, donc voilà, échange de bons procédés et d'ailleurs dans la thématique et dans la dynamique du podcast, puisque c'était un peu comme on le dit à chaque fois, notre objectif dans cette émission de s'enrichir mutuellement et en parallèle du coup enrichir les auditeurs, les auditrices. Donc il y a cette idée de partage aussi culturel avec des références qui sont parfois un peu obscures, mais toujours dans une volonté de les ouvrir au maximum, pas de les garder comme ça pour nous dans notre petit coin renfrogné. Non, l'idée c'était justement avec The Fall de parler d'un film qui est quand même pas très connu, il faut le reconnaître. C'est une œuvre qui a eu un parcours difficile, aussi bien dans sa gestation que dans sa distribution une fois qu'elle était achevée. Bon, moi j'en suis venu encore une fois grâce à toi. Comment j'ai découvert cette œuvre ? Je crois que aujourd'hui pour se la procurer, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Évidemment, il reste les moyens d'import, de Blu-ray, etc. Ou par ses propres moyens. Voilà, on peut toujours trouver des projections si on est un peu malin. Mais il n'y a pas d'offre légale déjà. C'est quand même en France. On a vérifié, alors avant qu'on commence cet épisode, avant qu'on nous saute à la gorge, on a bien vérifié sur Just Watch, on a vérifié à peu près partout. The Fall n'est pas disponible en streaming en France. Alors moi je l'ai trouvé sur une plateforme qui s'appelle... Ouais, mais je suis même pas sûr que ce soit légal en fait. Je suis même pas sûr que ce soit en France. En tout cas, on peut y accéder, mais c'est une plateforme qui s'appelle Vivo. Faudrait vérifier si c'est legit. Il est en location à 3€, mais dans sa version DVD.
donc même pas la version HD. Mais bon, bref, en tout cas, tout ça pour dire que c'est un film qui est pas facile d'accès, mais qu'on peut obtenir, voilà, si on essaye de le trouver, il peut se trouver quand même par divers moyens. Bah, en import, mais c'est vrai qu'en France, les droits sont détenus par M6 Vidéo. Donc il y a un DVD et un Blu-ray qui sont trouvables sur Rakuten, sur Amazon, etc. Mais disons qu'ils commencent à coter, parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs d'impression, même sur le DVD et le Blu-ray à l'époque. Donc c'est vraiment un film qui est à la Scoomoon. Hein. Ah ouais. On a choisi un sujet en or aujourd'hui, c'est incroyable. On lance un appel, hein, voilà, à tous les ayants droit, tous les distributeurs, que ce soit Carlotta, que ce soit... intéressez-vous à ce film, essayez d'entrer en contact avec M6 Vidéo. Je sais que Nicolas de Taverneau est un petit peu bougon en ce moment, suite à l'échec de la fusion TF1-M6, mais voilà, si vous pouviez glisser dans ces DM et négocier une ressortie du film dans une belle édition, ce serait bien. Surtout qu'en plus, le commentaire audio du DVD est vraiment bien, donc si on pouvait l'avoir en meilleur officiellement, vraiment dans une nouvelle édition bien propre, ce serait vraiment super. Bon, du coup, The Fall, de quoi ça parle? C'est l'histoire donc dans un hôpital en 1920, ça se déroule à Los Angeles, dans le milieu du cinéma. Donc c'est un film qui est un film sur le cinéma en fait, qui fait une mise en abîme de son sujet à travers le parcours de deux personnages. Donc un cascadeur qui s'est blessé, qui va être hospitalisé donc dans un hôpital. En fait, le film se déroule essentiellement dans cet hôpital, et qui va du coup rentrer en contact avec une petite fille qui s'est cassé le bras. Donc il y a cette idée dès le départ dans le film de la fracture, de la destruction d'un membre brisé. Et donc ces deux personnages qui sont de manière différente, mais quand même liés par un certain affaiblissement de leur corps, vont se raconter des histoires. En fait, c'est surtout le cascadeur Roy qui va raconter des histoires à la petite fille. Sans spoiler tout à fait pourquoi il le fait, la petite fille va les interpréter à sa manière, et donc ça va donner lieu à des séquences imaginaires, donc dans l'esprit de la jeune fille, de mise en image de ce récit, d'une manière très classique en fait, hein. C'est un procédé cinématographique qu'on connaît déjà, qui a été utilisé par beaucoup de réalisateurs, mais qui là du coup trouve tout son sens dans la thématique de The Fall, qui est donc la thématique de la narration, et même de la narration cinématographique pour être tout à fait précis. Et on va y venir en détail quand on parlera des thématiques, mais c'est un film qui est beaucoup plus malin et beaucoup plus subtil que la première lecture pourrait le laisser penser. Parce que moi, la première fois que je l'ai vu, j'y ai vu quelque chose d'assez naïf, en fait, puisqu'on voit le film à travers la perspective de la petite fille. Il y a quelque chose de très candide, de très enfantin dans la perception, mais qui, je trouve, dans toutes les richesses symboliques que Tarsem Singh arrive à mettre dans son film, transcende cette première lecture enfantine pour amener à quelque chose de beaucoup plus profond et universel. Donc voilà, The Fall, de quoi ça parle, c'est quelque chose d'assez classique, mais qui va aller puiser, comme on le disait, en alliant la forme et le fond, et en dépassant cette première couche d'images superficielles, qui va aller chercher des choses assez profondes. Mais donc, qui a réalisé The Fall, mon cher Karel? On disait Tarsem Singh. Mais qui est Tarsem Singh, me direz-vous? Alors, Tarsem Singh, c'est un personnage assez intéressant, c'est un peu une comète, une anomalie dans le système, et en même temps pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il est né en 1961 à Jalandhar en Inde, donc il a 61 ans, il a quand même un certain âge, et pourtant il n'a que 5 films à son actif, plus une série télé. Donc globalement il a commencé en 2000 avec The Cell, film au casting absolument improbable. T'as Vince Vaughn, Vincent D'Onofrio et Jennifer Lopez dans un thriller psychologique qui préfigure Inception et Paprika. Autant vous dire que voilà. Et qui cite en même temps du Seven dans sa première moitié avec. Qui est ouais, exactement, ouais. C'est le chaînon manquant entre Seven, Saw et Paprika. Vraiment, il y a un truc très très bizarre. Donc film qui a eu quand même pas mal de succès parce qu'il a rapporté 145 millions pour un budget de 33, donc c'est quand même pas mal, 440%. Ça reste son plus gros succès au box-office de toute sa carrière. Puis il a fait The Fall, dans le détail duquel on va rentrer après, en 2006, pour lequel il est scénariste et producteur, donc c'est un vrai film d'auteur, mais pour celui-là c'est un véritable bide, parce qu'il n'a rapporté que 3,7 millions pour un budget de 30,
Donc voilà, hein, 10% un peu plus de 10% de rentabilité, c'est vraiment très très peu. 2011, il réalise Les Immortels par les producteurs de 300, écrit sur Écrit l'affiche. sur l'affiche, ouais. Voilà, Gros. et en gros, on découvre Henri Cavill, avec le torse épilé et tout huileux, voilà, qui réécrit le mythe de Thésée dans une espèce de... Enfin, moi j'ai trouvé ça infâme, mais bon. C'est plutôt la réputation est plutôt infâme, hein, on peut le dire. Voilà, mais le film a bien marché, hein, il a 252 millions au box-office pour 75 de budget, donc 336%, donc les gens ont apprécié visiblement, mais à défaut de le retenir, parce que 10 ans après on l'a complètement oublié ce film. Ensuite il a fait une adaptation de Blanche-Neige en 2012, et Renaissance, enfin, en 2015, qui sont 2 films. Alors Blanche-Neige a plutôt bien marché, c'était avec Lily Collins en Blanche-Neige et Julia Roberts en méchante reine. Et le titre français est très mal choisi parce qu'en fait c'est Mirror Mirror, le titre Miroir Miroir, le titre anglais, et l'histoire est bien celle de la méchante reine et pas celle de Blanche-Neige. Tout à fait. Et c'est voilà, donc rien que ça, il y a un contresens dans la version française. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une petite aparté sur ce film, un petit aparté d'ailleurs, en réalité, c'est sorti la même année que l'espèce de revival Blanche-Neige et le Chasseur, qui était aussi une adaptation des histoires de Blanche-Neige, un peu détournée de son matériau originel, avec quelque chose de, pour le coup, du point de vue du Chasseur, hein, si je me trompe pas, avec le mec qui joue Thor. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'était une année Blanche-Neige, on peut le dire. Mais donc, l'adaptation de Tarsem Singh, donc Mirror Mirror, était plutôt inspirée de la version des frères Grimm, puisqu'il y a eu plusieurs versions du conte de Blanche-Neige. Et si j'ai bien fait mes recherches, la version des frères Grimm est pas la même que celle qui avait été adaptée par Disney, donc dans son fameux dessin animé cultissime. Donc il y a à la fois des éléments communs, des éléments nouveaux, et c'est un film qui est, bon, pas incroyable, hein, mais qui a le mérite d'être un peu divertissant quand même. Et c'est vrai que dans sa carrière, en fait, on se rend compte que à part The Fall et éventuellement The Cell, qui avait déjà des éléments assez intéressants, le reste de sa filmographie, c'est plutôt des films de commande qui n'ont pas énormément de propositions, en tout cas dont on retient pas énormément de choses aujourd'hui. D'où sort ce type? Parce que là, on a parlé un petit peu de son parcours de cinéaste, et on se dit, mais c'est bizarre, sa trajectoire, elle est assez particulière, assez accidentée, parce qu'en fait, c'est pas son cœur d'activité, c'est pas son métier principal. Son métier principal, c'est d'être publicitaire, figurez-vous, parce qu'il a commencé dans les années 90 en faisant énormément de pubs. Des pubs pour Levi's, pour Smirnoff, pour Philips, pour Volkswagen, pour Nike, pour Volvo, Pepsi, etc. Enfin, voilà, la fameuse pub Pepsi qui est très connue, la pub We Will Rock You, avec Beyoncé et Britney Spears. Donc la fameuse pub dans une arène de gladiateurs, c'est lui qui l'a réalisée, par exemple. Il y a des pubs très connues dans sa filmo, entre guillemets, dans son parcours. Ouais, et la pub pour Smirnoff aussi, vous pouvez la trouver facilement sur YouTube. Vous avez, enfin voilà, il a fait beaucoup de pubs, et aussi des clips. Notamment, c'est lui qui a réalisé le clip de Hold On de En Vogue pour les amateurs du R&B, et puis surtout le clip de Losing My Religion de R.E.M. Voilà, qui est resté culte pour beaucoup de monde. Et enfin, en 2020, il est revenu au clip avec 911 de Lady Gaga, qui avait pas mal fait parler de lui aussi, et d'ailleurs dans lequel on trouve des réminiscences, des rémanences de The Fall. Donc, ah bah voilà, oui, la boucle, et se boucle esthétiquement, toute seule. on est sur une espèce de revamp totale de The Fall, ouais. Et d'un autre film qui sera peut-être Marocco, wink wink, restez jusqu'au bout de ce numéro. Donc voilà, c'est un personnage qui appartient finalement un peu à la même génération que des David Fincher ou des Spike Jonze, qui justement appartiennent à la génération fameuse propaganda, de propaganda films, qui nous ont donné David Fincher, Michael Bay, toute une génération de publicitaires et de clippers qui, dans les années 90-2000, ont contribué, notamment avec l'arrivée des outils numériques, à redéfinir la grammaire du cinéma et à donner toute une nouvelle génération de metteurs en scène. Pourquoi The Fall en 2006 ? Pourquoi à ce moment-là ? Bien parce que tout simplement à l'époque il avait envie de réaliser son film d'auteur, c'est pour ça qu'il est scénariste et producteur, tant qu'il avait encore un peu de jeunesse en lui, je le cite, c'était important pour lui de faire le film personnel de sa carrière à ce moment-là, parce que plus tard,
autrement dit, c'était trop tard. Ouais, après, c'est vrai que quand tu vois le reste de sa filmo, tu te rends compte qu'il a été pris dans les mailles du système, et que une fois la machine lancée, après, tu rentres dans les rouages, et c'est compliqué de s'en extirper pour proposer quelque chose d'un nouveau, personnel et extérieur à cette grande machine hollywoodienne. Et en réalité, je pense qu'il a vraiment bien fait de faire The Fall après le succès qu'a été The Cell, même si le film est, je trouve, The Cell encore pas voilà critiquable sur pas mal d'aspects. The Fall, je trouve il y a une vraie proposition en termes d'aboutissement de son cinéma, en fait, tout simplement, qui n'est pas un cinéma comme on l'a entendu beaucoup, fondamentalement original, vraiment visionnaire, au sens de qui invente des images, qui propose des nouvelles visions de matière visuelle. Il le dit lui-même, en fait, Tarsem Singh. Les gens me qualifient d'original parce qu'ils ne connaissent pas les références dont je m'inspire. Et en réalité, c'est ça qui fait aussi sa force, c'est d'avoir puisé dans une variété de références culturelles, de références à la fois cinématographiques, picturales, même venant du théâtre. Enfin, il y a vraiment une richesse d'inspiration dans son cinéma, qui sont pas forcément des inspirations connues du grand public. Et c'est vrai que cette espèce de grande synthèse très personnelle qu'il arrive à proposer avec The Fall a quelque chose de très original et de très singulier pour le spectateur lambda, mais en réalité, nous l'expliqueras d'ailleurs avec ta recommandation en fin d'émission, encore une fois, restez jusqu'au bout. Elle est tellement grillée, les gens qui connaissent la grille à des kilomètres. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Il y a des éléments voilà, qui va puiser dans des choses qui peuvent nous paraître assez improbables. Et donc, pour terminer cette introduction un peu mouse sur le personnage de Tarsem Singh, pour moi, The Fall, c'est véritablement son chef-d'œuvre. C'est un film je l'ai déjà vu plusieurs fois et qui est systématiquement enrichi par différents niveaux de lecture, et je pense que c'est vraiment un des grands films de ces 20 dernières années, quoi. La première arête la plus saillante, pardon, que tu avais identifiée, Pierre, c'était, je pense là-dessus, le premier niveau de lecture du film, c'est clairement l'éclatement de la narration, cette idée que tu as une histoire qui est racontée par un conteur, sur son lit d'hôpital, et qui en même temps est interprété par la jeune fille Alexandria, et comment cette friction, cette interférence, cette rencontre entre deux sensibilités, entre deux vécus totalement différents, crée quelque chose qui est supérieur à la somme de ses parties. Complètement, c'est vraiment la première perception du film qu'on peut avoir dans la première lecture, en fait. C'est cette narration, c'est le récit et cette mise en abîme, qui est à la fois une mise en abîme, comme on le disait tout à l'heure, du cinéma, par le biais du métier, en fait, de Roy, qui est cascadeur, et surtout de cette scène d'introduction qui va citer des œuvres cinématographiques de l'époque du noir et blanc. Tu le disais d'ailleurs, Buster Keaton, auquel on rend hommage dans la première et la dernière partie du film. Et ce deuxième niveau de réalité, qui est donc évidemment celui du récit, celui de l'histoire, qui est la perception du récit dans l'esprit de la jeune fille Alexandria. Et d'ailleurs, à ce titre, Tarsem Singh avait déclaré à propos du film que 3 niveaux de lecture, en fait, se détachaient dans une histoire. Il y a évidemment celle du narrateur, qui est l'auteur, en fait, de cette histoire, l'intentionnalité. Il y a celle du récepteur, en première intention, donc le lecteur, le spectateur. Et il y a cette version, qui est une version remaniée, une version réinterprétée, une espèce de fusion, en fait, de différentes visions, que le lecteur pourra retransmettre à son tour à une tierce personne plus tard dans le temps. Et c'est comme ça, en fait, que les récits se perpétuent, mais aussi évoluent. Donc en fait, il y a quelque chose dans The Fall de la réflexion sur la perpétuation des mythes, la perpétuation des récits fondateurs, et leur réactualisation dans l'époque contemporaine. Bah oui, en fait, c'est un film qui déborde de personnalité, mais à son insu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà cette idée de le réalisateur se met à nu et donne de sa personne, littéralement, parce que c'est lui et sa femme qui produisent le film.
Les acteurs se sont pris au jeu. Typiquement, Lee Pace, donc l'acteur principal qui joue Roy, a feint sa paraplégie, c'est-à-dire parce qu'il joue un personnage qui est en train de perdre l'usage de sa jambe gauche. Et pendant toute la première partie du tournage, Tarsem Singh et Lee Pace ont fait croire à toute l'équipe du tournage que l'acteur était réellement incapable de marcher en fait. Du coup, la gamine pensait réellement qu'il était paraplégique et du coup, ça a influencé sur son jeu et sur sa manière de réagir à l'histoire de Lee Pace. Surtout, l'actrice a appris l'anglais sur le tournage parce que Tarsem Singh voulait que cette innocence soit retranscrite dans son jeu et donc faire jouer une actrice qui ne parle pas anglais, c'est aussi l'assurance qu'il y a une véritable évolution dans sa manière de parler au fil du tournage, mais aussi une véritable évolution, on va dire, qu'elle sache pas feindre des émotions, en fait. Et ça donne un moment assez incroyable qui a été une réécriture du scénario en plein tournage, parce qu'en fait, elle connaissait pas l'alphabet occidental, et donc quand elle lit le mot, un certain mot morphine, elle lit les E comme des 3. Voilà, donc du coup, non, il y a pas mal d'anecdotes de tournage comme ça qui enrichissent le film, et qui, comment dire, la réalité du tournage a infusé dans la fiction. Et inversement, du coup, la fiction donc, du personnage de Roy a contaminé la réalité. C'est-à-dire, typiquement, quand un maquilleur est entré dans la loge de Lee Pace, il a vu Lee Pace sur ses 2 jambes, il a fait un malaise. Oui, parce que mais toute l'équipe de tournage était persuadée qu'il était véritablement handicapé. Et il me semble que toute une partie d'ailleurs des techniciens sur le film en ont presque voulu en fait à Tarsem Singh d'avoir mis en scène cette espèce de supercherie sur le handicap de l'acteur principal, puisqu'il y avait une sensation de trahison presque, comme s'il leur faisait pas confiance. Alors qu'en réalité, comment dire, la dissimulation, elle sert le propos du film sur cette recherche d'authenticité, comme je le disais, qui va vraiment permettre de filmer quelque chose. D'ailleurs, quand j'ai vu le film pour la première fois, j'étais complètement subjugué, mais je me suis dit, mais comment c'est possible pour une gamine de cet âge-là de jouer au sens d'être actrice de manière aussi parfaite? Et en réalité, c'est parce qu'elle ne joue pas vraiment, en fait. Il y a une part de réel dans ses réactions, et je pense que c'était le choix, en fait, et la volonté du réalisateur et donc de l'équipe là-dessus pour vraiment avoir quelque chose de véritablement sincère dans les réactions des acteurs, quoi. Et puis il y a plein d'autres trucs aussi comme ça, c'est-à-dire que par exemple le film a été tourné sur une vingtaine de localités pendant 4 ans, donc 4 ans de tournage, donc autant vous dire que voilà, c'est pas une traversée du désert au sens figuré, on va dire, ils ont traversé le désert au sens propre, parce qu'il y a beaucoup de désert dans le film, mais voilà, ça a été tourné en Afrique du Sud, en Inde, au Royaume-Uni, à Bali, dans les îles Fidji, en Italie, en Espagne, à Prague, en Roumanie, en Chine, en Turquie, en Égypte, au Cambodge, en France aussi, mais parfois même pour un seul plan. Pour un plan. Prague, il me semble qu'il n'y a qu'un seul plan dans le film. Ouais. Il y a un seul plan. En France, il y a un seul plan sur la Tour Eiffel et c'est tout. Mais c'est vraiment c'est impressionnant, quoi. C'est un film et en plus, il y a très peu de recours à des fonds verts et à des technologies numériques. Typiquement, il y a un gigantesque plan sur une ville tout en bleu. Effectivement, l'utilisation du bleu pour peindre les maisons dans certaines régions de l'Inde, puisque lui-même est originaire d'une région au nord-est de l'Inde, donc Tarsem Singh. En fait, le bleu, c'est la couleur de la pureté dans la religion brahmanique, donc dans l'hindouisme. Et il y a des villages qui effectivement sont peints en bleu, ou en tout cas les maisons sont peintes en bleu, puisque c'est la seule couleur autorisée par les brahmanes, donc qui sont l'espèce d'autorité religieuse de cette religion. Mais en général, la peinture est décrépite, ou alors il n'y a qu'une partie des maisons qui sont peintes en bleu et tout. Là, en fait, comme il voulait vraiment que le plan rende quelque chose à l'écran, visuellement, il a financé ils ont remis une couche, en fait. Le ravalement. Voilà, ils ont financé le ravalement de toute la ville. Et donc, toute la ville est en bleu, avec des nuances de bleu en plus. Ça qui est ouf, c'est que c'est pas un seul bleu. C'est que le mec s'est fait chier à trouver toutes les nuances de bleu possibles pour avoir le meilleur plan possible. C'est un film, là-dessus, ça a des éléments comme ça qui sont de l'ordre... C'est pharaonique, quoi.
mais ça réussit à être pharaonique et en même temps d'une sobriété désarmante. C'est ça qui est fou dans ce film, en fait. C'est qu'il y a plein de paradoxes comme ça. C'est ça aussi que je trouve assez fort dans ce film, c'est que à aucun moment, quand bien même il y a voilà, des lieux qui sont d'un point de vue géographique à l'autre bout de la planète l'un de l'autre, le film arrive à mêler tout ça dans une seule et même histoire, dans un seul et même film, sans qu'on ait l'impression d'une espèce de patching, enfin de patchwork plutôt, de lieu de tournage. Il n'y a pas ce côté en fait National Geographic bas de gamme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve il arrive vraiment à recréer une cohérence interne dans une diégèse fictive, avec des éléments réels qu'on connaît, évidemment. Tu reconnais le Taj Mahal, tu reconnais le pont de Prague, enfin, il y a pas mal de lieux comme ça qui sont des lieux touristiques, évidemment, extrêmement connus. Et pourtant, quand tu les vois, tu les reconnais. Et pourtant, dans la diégèse du film, t'arrives à y croire, en fait, à ce truc. Et c'est ça qui est aussi très fort, je trouve. Et pour moi, ça tient à deux choses. Ça tient à, évidemment, sa mise en scène, mais ça tient aussi à l'utilisation de toute une gamme de symboles, aussi bien dans l'utilisation des couleurs. En fait, le film, dans sa première partie, là je parle uniquement de la partie récit qui se déroule dans l'esprit de la petite fille. Hein. Toute sa première partie va être sur des tons assez chauds. Donc on a parlé du désert, hein, le désert donc, qui est filmé ici dans sa dimension véritablement fascinante, magnétique, et non pas le désert de Dune, qui est voilà, plutôt le désert dangereux. Là on est plutôt sur un désert solaire, un désert doré, qui va avoir quelque chose de vraiment littéralement chaud, et en fait plus on avance dans le film, plus les couleurs vont se refroidir, jusqu'à ce plan, on va dire, intermédiaire, qui est donc la ville bleue, hein, le bleu qui est la première couleur froide, ou la dernière couleur chaude, selon comment on la positionne, mais qui est en plus chargé de symboles. Comme je le disais, ça a quelque chose de très important pour Tarsem Singh, puisque lui-même vient d'Inde, où cette couleur est sacrée, et donc ce moment-là du film, en fait, où le bleu apparaît vraiment comme une espèce d'explosion de couleurs à l'écran, c'est un peu le moment où le film bascule dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et en fait, tout le film, je pense, fonctionne à ce niveau symbolique comme quelque chose, non pas de très intellectualisé, voilà, qu'on pourrait analyser. Évidemment, ici, on essaie de décortiquer aussi cette présence symbolique, mais je pense qu'en fait, là où Tarsem est fort, c'est dans sa capacité à aller puiser dans quelque chose de viscéral, dans quelque chose presque d'inconscient chez le spectateur, qui ne va pas forcément conscientiser l'usage de ces symboles, l'usage de ces couleurs. Évidemment, il y a quelque chose aussi avec le cheval, sur lequel on pourra revenir, qui traverse toute sa filmo, mais du coup le spectateur, je pense, saisit quand même en fait tout ça à un niveau inconscient, et ça participe de son appréciation du film à un niveau vraiment très, très, très viscéral, encore une fois. Alors c'est vrai que oui, on est sur un point d'équilibre assez... tu fais très bien de le dire, c'est que tu convoques des symboles sans les intellectualiser, en leur laissant une forme d'ouverture et de pureté, mais aussi de polysémie, parce que voilà, la pluralité des sens fait l'essence même du film. Mais voilà, c'est pas pour rien, je pense, qu'il fait partie, pour moi en tout cas, moi je défends beaucoup plus The Cell que toi, par exemple. Pour moi, c'est un réalisateur qui a réellement compris ce que le rêve peut apporter à la grammaire cinématographique, au même titre qu'un Satoshi Kon, par exemple. Alors, on n'atteint pas le niveau de maîtrise d'un Satoshi Kon, évidemment, je veux dire, voilà, mais disons que oui, quand on regarde The Fall, on peut pas s'empêcher de penser à la façon dont Satoshi Kon mêle la fiction et la réalité, que ce soit dans Paranoia Agent ou dans Paprika, tout simplement, mais aussi, moi j'ai beaucoup pensé au Magnifique, le film avec Belmondo, du coup, où pareil, on suit l'histoire d'un narrateur, où voilà, tout va s'imbriquer, et il y a toute une puissance symbolique des décors, des couleurs, des costumes, en perpétuelle évolution, qui fait qu'on n'a pas le temps d'intellectualiser ce qui se déroule, comme dans un rêve. Un rêve, tu bascules d'une situation à une autre, tout se contamine, tout coule de source, tout s'enchaîne très très vite. Et je peux même me permettre d'ajouter un point qui, pour moi, fait que ce film était véritablement un choix de raison et de cœur pour Hémisphère, c'est qu'en fait, il va vraiment puiser dans toutes les cultures du monde.
je pense que le fait que ce soit aussi un réalisateur originaire d'Inde qui travaille avec des acteurs américains de différentes nationalités, roumaines, etc. Et même dans son récit, le récit de Roy, il y a un personnage italien, un personnage indien. Et d'ailleurs, il y a une confusion dans le film sur la nature de l'Indien, qui dans les yeux de la petite fille est un Indien d'Inde, et dans les yeux du narrateur est un Indien d'Amérique, au sens amérindien. En fait, c'est vraiment un film qui, au-delà de sa construction à partir du rêve, d'ailleurs le bleu est aussi la couleur du rêve, je pense que le bleu est vraiment la clé avec le rouge du sang, les deux couleurs du film. Euh, et donc je pense qu'il y a à la fois cette matière première qui est celle du rêve. D'ailleurs, je suis assez étonné de voir que Tarsem Singh parle beaucoup aussi dans certaines de ses interviews de psychologie, voire de psychanalyse. On sent qu'il a été creusé de ce côté-là. Ah bah Jung à balle. Hein. Voilà, notamment Jung, aussi une des références dont on pourra parler après, Donald Winnicott, qui est un psychologue et psychanalyste américain, qui pour moi est important aussi pour comprendre, qui offre une clé de lecture en tout cas intéressante au film. Donc il y a cette idée du rêve, mais il y a aussi cette idée du regard en fait sur les cultures du monde, qui n'est pas un regard hégémonique comme beaucoup de films américains peuvent l'avoir, mais qui a quelque chose de véritablement horizontal dans le fait qu'il va puiser comme ça dans toutes les cultures. Enfin, je trouve qu'il y a un regard vraiment singulier qui, pour moi, était véritablement compatible, en tout cas, avec ce qu'on essaye de faire dans cette émission, quoi. Je sais pas si t'es d'accord avec cette idée-là, mais... Si, complètement. Bah, c'est un film ouvertement cosmopolite au sens le plus noble du terme. C'est qu'il fait pas d'hierarchisation et comment dire, il infuse tout ce qu'il peut avoir de personnel. C'est-à-dire que Singh met beaucoup plus en avant peut-être les codes peut-être indiens, de ces codes propres qui sont des codes de la culture indienne. Peut-être que la figure du cheval est peut-être l'une des clés de l'énigme du film, non seulement en tant que film, mais aussi peut-être à l'échelle de la carrière du bonhomme. Ouais, complètement. Bah, disons que y a plusieurs plans dans The Fall où tu vas avoir à la fois un cheval vivant, donc filmé dans toute sa puissance vitale, puisque le cheval, dans la symbolique à travers l'histoire de l'humanité, c'est la domestication de la puissance, en fait. Il y a aussi cette scène qui, pour moi, est peut-être la plus illustrative de la démarche du film The Cell, mais aussi qui témoigne peut-être énormément de la façon dont Singh va traiter le cheval dans sa filmographie. C'est ce plan où le cheval se fait découper en plein de petits bocaux, et Jennifer Lopez va traverser cette barrière de cheval découpé, et pour aller parler à l'enfant au moment où elle est dans la tête du tueur, en fait. Et ce passage reprend une œuvre de Damien Hirst. Alors Damien Hirst, c'est un plasticien, sculpteur, peintre, enfin voilà, un peu polémique, qui s'était fait connaître, s'était fait remarquer pour avoir conservé des vaches découpées et des requins découpés dans des bocaux de formol, en fait. Et tu pouvais te balader entre les morceaux de vache. En fait, c'était littéralement une vache découpée en deux, dans deux bocaux de formol, et tu pouvais voir l'intérieur des entrailles et tout. Et c'était une réflexion sur l'impermanence, etc. Voilà, bon, je vais pas trop chercher à creuser le truc, mais disons que oui, dans Tarsem, dans The Cell, essayait peut-être de montrer que en décortiquant cette figure du cheval, on va décortiquer l'esprit de ce gamin et comprendre quelle force vitale l'anime et comment est-ce qu'on peut peut-être craquer cette équation. Et cette équation, en tout cas, ça m'a travaillé dans The Fall, c'est que le cheval, il y en a partout. Bah, pour revenir à The Fall et juste conclure sur ce que je disais tout à l'heure sur le cheval comme incarnation aussi d'un univers de ténèbres, le cheval c'est l'incarnation aussi des cavaliers de l'Apocalypse. Dans de nombreuses cultures, le cheval, et notamment la mythologie grecque, est associé à une puissance de la mort aussi, qui vient semer la mort par son galop. Donc il y a quelque chose à la fois de transcendant. Le cheval est une transcendance pour l'humanité, notamment dans la religion hindoue, hein, puisque le dieu Vishnu, au moment de l'Apocalypse, selon l'hindouisme, va prendre la forme d'un cheval blanc
pour faire naître un nouveau monde en fait, pour faire advenir le nouveau monde. Donc il y a cette symbolique du cheval, elle est vraiment évidemment polysémique, elle est plurielle dans les cultures et dans les époques, mais dans la filmographie de Tarsem, je pense qu'elle est plutôt vue comme quelque chose de véritablement solaire dans l'idée du cheval comme incarnation divine, puisque dans The Fall, il y a ce plan qui est particulièrement marquant au début, où la gamine en fait où la porte va s'ouvrir, et en fait le cheval va apparaître, presque comme on pourrait faire apparaître une icône religieuse dans une église, tu vois, avec le soleil qui lui illumine le visage, avec quelque chose de presque... elle reste bouche bée, tu vois, devant cette image. Ce qui nous amène du coup à cette question de la mort de l'auteur finalement. L'auteur est-il un manipulateur ? À qui appartient le récit en fait ? Et en réalité, à mesure que le récit progresse, le récit va échapper au narrateur et devenir de plus en plus le récit du récepteur. Et pour cette transition, en fait, je pense qu'il est important de convoquer un auteur qui a notamment travaillé sur le jeu, mais qui, par extension, a réfléchi sur la fiction, puisque le jeu est une fiction. C'est Donald Winnicott qui vient un petit peu, je trouve, résoudre la tension, la dualité entre, d'un côté, la théorie de l'intentionnalité de l'auteur qui est entière et première, donc comme si le récit n'était qu'une somme d'intentions d'un auteur ou de plusieurs auteurs, et à l'inverse, la fameuse thèse de Roland Barthes de la mort de l'auteur, où en réalité le récit, dès lors qu'il est formulé, n'appartient plus à son auteur, mais à ses lecteurs, à ses spectateurs, et donc c'est eux qui sont véritablement les détenteurs de la finalité de ce récit. Et donc Donald Winnicott, en fait, il a une thèse assez simple, hein, qui est celle de la co-création, en réalité, entre l'intention de l'auteur et l'interprétation du récepteur, ce qui permet à la fois de dépasser ce conflit, qui est un conflit, je trouve, assez stérile, en fait, puisque en réalité, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de comprendre le récit. Le récit, comme tu le disais aussi très bien, appartient à ses récepteurs, mais il n'y a pas de récit sans matière première, il n'y a pas de récit sans auteur. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que le récit est formulé, il est en mouvement perpétuel. C'est jamais quelque chose de figé. Ça permet justement de réinterpréter, de réactualiser, de reprendre des récits selon des interprétations contextuelles, culturelles, historiques, à des moments précis de l'espace et du temps, pour en faire quelque chose de neuf, alors que la matière première n'est sans cesse qu'une version remaniée de récits fondateurs. Le tout, c'est que ça reste un dialogue. Disons que voilà, il y a cette idée de cette œuvre. Pour prendre un exemple très concret et très récent qui pourra parler à un maximum d'auditeurs et de spectateurs, je pense, c'est la polémique qui entoure Harry Potter avec J.K. Rowling aujourd'hui. C'est est-ce que ce que disait Daniel Radcliffe par exemple, c'est ce qui se passe entre une œuvre et vous, ce qui s'est passé entre Harry Potter et vous, ça ne regarde pas J.K. Rowling. C'est-à-dire quand bien même vous n'aimez pas J.K. Rowling, que si cette œuvre vous a apporté quelque chose, à un moment clé de votre vie, ça a une valeur, et J.K. Rowling n'a pas à s'interposer là-dedans, et ça ne la regarde pas en fait. En revanche, le risque, et là je prends pas du tout la défense de J.K. Rowling dans ses comportements sur les réseaux sociaux, dans ses déclarations, mais le risque c'est de faire dire à Harry Potter l'inverse de ce qu'il disait à l'origine, ou l'inverse en tout cas de ce que J.K. Rowling aura voulu y mettre à la lumière de son expérience personnelle. Je prends un exemple tout con, mais typiquement, y a toute la question des elfes de maison dans Harry Potter, avec Hermione qui devient une sorte de Spartacus dans Harry Potter 5, mais de Spartacus empêché, avec la révolte des elfes de maison. On rappelle que le premier elfe de maison qu'on croise, il s'appelle Dobby, et Dobby en indien, ça renvoie à la caste des gens qui lavent les vêtements dans les rivières, dans les villages. C'est une caste en gros de techniciens de surface, en gros, on les appelle. Voilà, c'est des gens exploités, quoi. Et donc en fait, je dirais qu'il y a et quand bien même, il y a aussi cette idée dans Harry Potter que certes, les magiciens, ils ont un safe space, tu vois, un espace de non-mixité qui leur permet d'exister au sein de la société, mais cette interprétation du safe space pour des marginaux peut être aussi interprétée comme une caste aristocratique distincte
des moldus qui leur sont inférieurs. Et c'est un truc, ça, voilà, il y a un imaginaire à la fois aristocratique et à la fois de la marginalité. Et pour moi, il y a un enjeu assez dangereux sur une lecture purement, on va dire, progressiste d'Harry Potter, c'est d'oublier que J.K. Rowling se projette peut-être dans un imaginaire aristocratique, hérité d'un pays monarchiste, qui a été un colonisateur de très nombreuses cultures pendant très longtemps, et on en revient à l'Inde. L'Inde a quand même été colonisée par la... Voilà. Et qui est d'autant plus voilà. dangereux qu'il y a, je trouve, dans Harry Potter, de mon interprétation personnelle, encore une fois, quelque chose du syndrome du sauveur, tu vois. Évidemment, il y a cet imaginaire aristocratique, mais qui n'est pas un imaginaire violent et conquérant, puisque d'ailleurs, dans le récit, c'est plutôt les Serpentards et toute la caste autour de Voldemort qui incarne cette vision véritablement biologique de la supériorité. En fait, j'ai l'impression que ce qui est défendu en filigrane, c'est plutôt une vision de la supériorité morale, de la supériorité aristocratique par la culture, et non pas par le sang ou par la puissance biologique. Mais toujours est-il que, tu vois, voilà, c'est la ligne de démarcation que je mettrais, et c'est là que The Fall est précieux pour revenir au film, c'est que faut que ça reste un dialogue, et pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'on soit un minimum conscient de la part de vécu de l'auteur, et qu'on se limite pas à l'expérience propre qu'on a en tant que récepteur d'une œuvre, parce que sinon on lui fait dire le contraire de ce qu'elle veut dire. C'est exactement ce qu'on essaye de faire avec cette émission. On apporte de nos propres références dans la lecture, mais en même temps, on essaye aussi de toujours s'intéresser au maximum aux gens qui sont derrière les œuvres dont on parle. Typiquement, le portrait, à chaque fois au début de l'émission, là on a fait évidemment le parcours de Tarsem Singh, il est précieux, il est riche d'enseignements pour comprendre The Fall. Et d'ailleurs, je trouve que dans The Fall, il y a quelque chose de l'ordre de l'apologie de la fiction comme outil de réenchantement du réel. Pour moi, c'est vraiment un film qui fait l'apologie des récits, l'apologie des histoires qu'on se raconte, en fait. L'humanité se raconte des histoires, c'est quelque chose qui nous définit. Je vais pas refaire le discours de Tyrion à la fin de Game of Thrones, qui par certains aspects m'avait un peu déçu, mais c'est pas la question. On se raconte des récits, et ce qui nous définit, c'est aussi nos récits. Et puisque les récits religieux, les récits spirituels ont tendance, dans les sociétés sécularisées, à perdre pied, à perdre de l'influence, il y a cette idée que on peut se retrouver, et pour moi c'est vraiment quelque chose qui me fait penser beaucoup au cinéma des Wachowski, dans cette volonté de réenchanter, non pas par la religion ou par la spiritualité, mais réenchanter le réel par les récits, par la magie des récits en fait. Et pour moi The Fall est complètement là-dedans, et Tarsem Singh, je trouve, essaye de faire ça en se nourrissant évidemment d'influences religieuses, mais en les mêlant sans pour autant avoir un point de vue prosélyte du tout dans ses films. En tout cas dans The Fall, pas du tout, quoi. Cet enchantement, c'est une opération limite alchimique en fait, hein. C'est une synthèse entre plusieurs éléments, et par exemple, c'est toute l'ironie qui entoure Roy, c'est que Roy utilise un récit pour arriver à ses fins, donc il se met dans la posture d'un auteur univoque qui nie la singularité de la gamine, qui nie la singularité, qui ne voit l'autre que comme un moyen et pas comme une fin. Et elle va faire effraction dans le récit en se pointant à un moment donné, quoi. Ça, c'est fabuleux. Ce qui est beau, c'est que tout ce qui va dans le sens d'une lecture univoque d'un récit amène vers la mort. Que ce soit la mort de l'auteur, mais la mort aussi des personnages dans la fiction, et tout ce qui va dans le sens de la vie, du triomphe de la vie sur la mort, va dans le sens d'une acceptation de l'altérité de l'autre, et finalement de exister, je vais citer Comte Sponville, mais exister un peu moins pour laisser l'autre exister un peu plus. Et il y a vraiment cette idée et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ces films. C'est-à-dire que tu vois, dans Mirror Mirror, par exemple, la reine crève de ne pas laisser la génération d'après exister. Moi, dans le réenchantement du monde, je peux pas m'empêcher de voir, disons, cette ironie autour de Roy comme... c'est quelqu'un qui est dans un rapport désenchanté à sa propre vie et par rapport au réel aussi, dans la mesure où il ne perçoit pas la portée magique de ce qu'il raconte. Et c'est là que à Max Weber, que tu citais dans le Désenchantement du monde, répond Aleister Crowley et toute la pensée du magic en fait. Pour lui, en gros, la magie, c'est l'art. C'est-à-dire que c'est non pas the art, l'art, dans les textes ésotériques. L'art n'est pas un autre nom pour la magie, mais c'est simplement que la magie, c'est l'art, en fait.
si on le transpose, je me permets cette lecture alchimique du film, dans la mesure où on t'a parlé de la scène où Roy et Alexandria se rencontrent. Tu vas avoir ce moment où Roy lui dit « Hey, je te vois, tu te caches derrière le mur, etc. » Alexandria sort de la pièce, et tu vas voir un chant contre chant extrêmement bizarre, en fait, qui casse toutes les règles du cinéma. C'est-à-dire que normalement, le chant contre chant, c'est hit. Quand t'as Al Pacino et Robert De Niro en face-to-face, autour d'une table, t'as la règle des 180 degrés, qui est aussi expliquée par Satoshi Kon dans Paprika au passage. Et en fait, la règle des 180 degrés, c'est que la caméra doit toujours rester sur le même axe, faute de quoi le spectateur, dans un champ contre champ, faute de quoi le spectateur ne comprendra plus où se déroule l'action, et ne comprendra plus les rapports de pouvoir entre les personnages, la dynamique de la discussion. Et là, littéralement, la règle des 180 degrés, elle est éclatée, complètement éclaté, le champ contre champ n'a aucun sens, parce que les deux personnages regardent dans la même direction du cadre, enfin ça n'a aucun sens. Le tout, pendant que Alexandria regarde dans la serrure la silhouette d'un cheval qui, par une opération magique, va faire comme une chambre noire qui déforme la lumière par la serrure et projette un cheval à l'envers sur le mur derrière Alexandria. Qui renvoie aussi au cinématographe d'ailleurs, et à la magie du cinéma au sens premier du terme. Exactement, et le mur qui est d'une couleur émeraude. Totalement. Donc je me permets cette lecture-là alchimique à ce moment-là. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le cinéma est un art alchimique parce qu'il permet de renverser des échelles de valeur, mais ce renversement d'échelle de valeur est dû au fait que, en capturant une image, on va changer le point de vue. C'est-à-dire que tu as le point de vue du caméraman et tu vas voir le point de vue du spectateur qui sont deux points de vue différents, en fait. Pour accomplir le miracle d'une seule chose, c'est en fait cette rencontre des points de vue qui accomplit le miracle d'une seule chose, qui est la fiction, mais une fiction qui est un dialogue et qui donc est une apologie de la vie, en fait. Ouais, mais le vert aussi, le vert émeraude de l'hôpital, qui renvoie aussi évidemment à la couleur de la vie. Et en même temps, je pense qu'il y a, comme tu dis, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Le vert est aussi la couleur de la mort, la couleur de la putréfaction, la couleur de la maladie, puisque ça se déroule dans un hôpital. La maladie, le vert. Il y a cette multiplicité, cette dualité en fait. Vie et mort, le cheval à la fois comme instrument de salvation, oui, et de rédemption et de mort. Il y a toujours ces deux images presque antagoniques qui se renvoient la balle et qui permettent du coup de créer le sens du film à mesure que ces deux idées antagoniques sont en tension. Il y a quelque chose de cet ordre-là à fond dans The Fall. Vraiment, c'est le genre de film où chaque personne qui le regarde aura une expérience différente du film. Vraiment, je pense que chacune, comme c'est un film qui est extrêmement onirique, je sais que c'est un gros mot dans la presse jeux vidéo, mais là on parle de cinéma, donc OSEF, tu vois, c'est open bar, mais c'est un film tellement onirique, je pense qu'il y a vraiment, on peut chacune y infuser énormément de nos vécus respectifs, et donc voilà, je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, n'hésitez surtout pas à échanger vos pistes de réflexion sur le film. Il y a plein d'éléments qu'on n'a pas pris le temps d'aborder, mais voilà, c'est un film qui est extrêmement vaste, extrêmement énorme. Je pense que déjà on vous a donné énormément de clés, énormément d'éléments pour l'apprécier, pour le revisiter, pour le revisionner et pour en discuter autour de vous aussi. Peut-on réinvestir le monde et le réenchanter par les récits ? Ce sera la question ouverte de la conclusion. On passe au reco ? On passe au reco. Les recos, Pierre, du haut de ta vigie, qu'est-ce que tu me lances ? Qu'est-ce que tu laisses chuter de ta vigie ? Bon, ça va pas être une reco de découverte, hein, puisque je suppose évidemment que tu connais le film dont je vais parler maintenant. Je vais parler de Cloud Atlas, que j'ai revu il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. De Steven Spielberg. Donc des Wachowski et Tom Tykwer ouais, à la réalisation, donc adapté du roman de David Mitchell, Cartographie des nuages, qui est un film donc de 2012 qui fête ses 10 ans cette année. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a eu une reconnexion en moi de ce film, j'ai eu envie de le revoir, et donc je l'ai revu il y a 2 semaines, et ça a été à nouveau la grosse mandale. À chaque fois que je revois ce film, il me met une sacrée claque.
Et en fait, il y a quelque chose qui m'est apparu hier quand je réfléchissais à The Fall, sur le parallèle en fait avec Cloud Atlas, c'est pour ça que je me permets d'en faire ma recommandation, c'est cette idée du récit fragmentaire en fait, des multiples couches de réalité, des multiples couches de récits, qui finalement vont se mêler au fur et à mesure pour ne former qu'une espèce de grand récit unique à travers des morceaux en fait, un récit morcelé. Et The Fall fonctionne également sur ce registre-là. Il y a l'interconnexion aussi évidemment dans Cloud Atlas entre les récits, donc dans The Fall entre le réel symbolisé par donc caractérisé par le dialogue entre Roy et Alexandria, et la partie récit qui se déroule dans l'esprit de la petite. Là on a cette idée que les récits entre eux en fait, à travers les époques et à travers les lieux, vont s'interconnecter par le biais d'acteurs, par le biais de personnages qui sont liés, non pas sur un plan religieux ou sur un plan bouddhiste, qui est donc la notion de karma, la notion de réincarnation. Cloud Atlas est pas du tout là-dessus, mais beaucoup plus à un niveau métaphorique, à un niveau émotionnel et spirituel, mais au sens séculier et non pas au sens religieux, entre les personnages. Il y a une scène donc dans Cloud Atlas qui m'est apparu en fait comme un parallèle évident avec The Fall. C'est la scène où le personnage du compositeur et son compagnon se retrouvent dans un magasin de porcelaine, et où en fait il y a une chute littéralement où tout est détruit, où on a il pète tout en fait, il claque, il balance les assiettes, il balance les bols, enfin bref, il casse tout, et il y a cette idée de destruction mais vraiment esthétisée, comme on peut l'avoir dans The Fall, dans le fameux plan de la jambe en porcelaine qui chute et qui s'effondre et qui se brise. Et ce parallèle, en fait, à travers ces deux images qui, sur le plan symbolique, ont pas forcément la même chose à raconter, m'est apparu, et en fait, à partir de là, il y a des idées qui se sont mêlées, et en fait, je trouve que c'est des films qui, sur cette idée, justement, de réenchanter le monde par les récits, ont quelque chose de commun à apporter. En tout cas, en tant que personne, moi, c'est des œuvres qui m'ont beaucoup nourri, et que je recommande chaudement de revoir Cloud Atlas si vous l'avez déjà vu à l'époque, parce que c'est un film qui est vraiment d'une densité et d'une richesse absolument monstrueuse, et je trouve que ça gagne vraiment à être vu. Puisque j'y découvre moi-même chaque fois des nouvelles choses, avec une BO absolument formidable, une mise en scène. Puis c'est quand même le plus gros film indépendant de tous les temps, hein, donc rien que pour ça, c'est un film qui mérite, un petit peu comme The Fall, il y a ce côté un peu film anomalie du système, tu vois. Genre, c'est des films qui ne devraient pas exister selon les règles du capitalisme industriel de la culture actuelle, et en fait, c'est des films qui ont réussi contre vents et marées à exister, et qui ont vraiment quelque chose à proposer, je trouve. Donc voilà, je conseille de revoir ou de découvrir, si vous ne l'avez jamais vu, Cloud Atlas. Il me semble que c'est disponible soit sur Netflix, soit sur Amazon Prime. En tout cas, pour le coup, l'offre légale est trouvable. Ça, il est disponible facilement, hein, pour le coup, il n'y a pas de difficulté à l'avoir. Et le Blu-ray est très cool. Les bonus sont véritablement enrichissants. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonus. Et ça, c'est vraiment généreux à ce niveau-là. Moi, je trouve ça super, j'adore les bonus. Donc, si vous avez aimé, je vous conseille le Blu-ray, évidemment, dans sa version française, pour avoir les sous-titres en français, et pour avoir le maximum des bonus que moi j'ai pu voir. Voilà, c'était ma recommandation, Cloud Atlas des Wachowski, et Tom Tykwer, quand même, qui est à la réalisation, qui a composé aussi la musique donc du film, qui est un réalisateur allemand. Je me permets de glisser une mini-reco au passage. Allez, va-t-il le faire la cour de ce même réalisateur, yes, qui est un film très court de 1h, 1h15, une espèce de fuite en avant en temps réel avec une musique techno absolument géniale. Donc il y a quelque chose à voir aussi de ce côté-là. La cour, c'est super. Je recommande. Majora's Mask, le film. Donc, si vous l'avez vu, vous l'avez. Si vous l'avez pas vu, courez-y. Ah, c'est trop bien. Et donc c'est un échec critique dans ta reco parce qu'il est en streaming sur Canal+, et en location sur Apple TV. Ah bah putain, je me suis planté alors. Non, et sur Amazon aussi, sur Amazon et sur YouTube aussi, il est en location. Ok, ça marche. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il n'est pas sur Netflix malheureusement. Il y a été à un moment.
C'est comme ça que je l'avais vu à l'époque. Donc Marocco, je vais aller très vite. Donc un petit jeu sur Switch dont je vous ai parlé le mois dernier. Donc si vous voulez savoir lequel c'est, écoutez l'épisode précédent. Ça c'était ma première reco. Je l'ai enfin terminé, GOTY, jusqu'à preuve du contraire. Deuxième œuvre, c'est un film que j'ai vu dans le cadre de la préparation de cette émission parce que voilà, tout simplement Tarsem Singh nous m'y a redirigé. On l'a toujours pas name droppé ici, mais si vous avez été attentif, vous l'avez. C'est Sayat Nova, La couleur de la grenade, un film de Sergueï Parajanov qui date de 1969, pardon. C'est un film arménien qui a survécu à la censure du régime soviétique, qui raconte en fait, c'est un biopic hallucinogène, je me permets ce terme. Jodorowskien, on pourrait dire. Jodorowskien, Ouais. voilà, de Sayat Nova, qui est donc un poète, barde, troubadour, philosophe aussi un petit peu arménien, qui a eu un parcours assez incroyable. Il a été à la cour, il a été courtisan, puis il a été chassé par le prince pour être enfermé dans un monastère, et puis en fait toute sa vie s'est confronté à la question du mal dans le monde et à la question du désir en fait, de l'éros et du thanatos en fait, mais qui ne sont pas verbalisés comme tels. Le film aborde cette question à la fois de la couleur de la grenade justement, avec est-ce que cette couleur c'est celle du cœur qui bat, est-ce que cette couleur c'est celle du sang qui est versé, est-ce que cette couleur c'est celle du vin que nous donne la terre nourricière, est-ce que c'est celle du vin tel que le Christ nous le donne une fois qu'il a transformé l'eau. Il y a toute cette question là, donc le film est évidemment rempli de symboliques chrétiennes. C'est aussi ça qui a déplu au régime soviétique, qui en a fait un deuxième cut que je n'ai pas vu. Moi j'ai vu le cut original de Parajanov tel qu'il a été restauré par l'Imagineer Itrovata à partir du négatif. Mais je regarderai le cut soviétique après, visiblement qui purge pas mal d'éléments chrétiens, et qui aussi rajoute une voix off sur certains passages, ou rajoute des cartons pour expliciter un peu, ou en tout cas déformer le sens initial du film, ou restreindre son côté un peu polysémique. Mais c'est un film remarquable, je trouve. J'ai rarement vu un film aussi beau de ma vie. Une fois quand on regarde The Fall, quand on voit ce film, on se dit ok, il y a clairement une influence esthétique que Tarsem Singh a revendiqué aussi dans le clip qu'il a fait pour Lady Gaga. C'est pour ça que je me permets de le citer comme influence majeure pour le film. Donc voilà, c'est malheureusement pas très disponible en offre légale. Il y a un Blu-ray qui se balade, que vous pouvez trouver sur Amazon. Toujours est-il que voilà, c'est un film remarquable qui est souvent projeté dans des cinémas indépendants. Donc si vous avez la chance de le trouver dans un cinéma indépendant, courez-y. Je sais malheureusement qu'il y en a plus à Paris que dans le reste de la France pour ce genre de projection, mais si vous le voyez passer, courez-y. Ma deuxième vraie recommandation, ce sera Hyoka, qui lui en revanche a enfin une offre légale en France. Je suis très heureux d'annoncer que Hyoka, qui est un chef-d'œuvre du studio Kyoto Animation, sorti en 2011, est enfin disponible légalement en France sur ADN à partir du 21 octobre. Alors Hyoka, c'est un animé qui raconte l'histoire de Oreki Hotaro, qui est donc un lycéen dans un lycée donc, de la campagne japonaise, qui tombe amoureux de Chitanda Eru, qui est donc une jeune fille de sa classe. En fait, c'est une espèce de réécriture de Sherlock Holmes. Et si Sherlock Holmes avait été lycéen amoureux? Et donc en fait, t'as tous les personnages du mythos de Sherlock Holmes. Tu vas avoir Watson, Sherlock, tu vas avoir aussi... oh zut, je commence ma phrase et j'oublie son nom. La demoiselle... zut, c'est pas grave. Ça va me revenir plus tard. En gros, voilà, toutes les dynamiques psychologiques de l'équation qui fait Sherlock Holmes se retrouvent appliquées à un drame lycéen romantique, la rom-com plus drame romantique, parce que c'est pas très drôle en fait, mais c'est vraiment de la tranche de vie, telle que Kyoto Animation le fait. L'animation est incroyable, la mise en scène est incroyable, c'est fantastique, vraiment. Donc je suis très 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 heureux d'enfin pouvoir le recommander et de dire aux gens, vous n'avez pas besoin de le pirater parce qu'il y a enfin une offre légale en France. Donc
aussi, j'en profite pour dire, c'est important qu'on ait des œuvres comme ça légalement accessibles en France. Donc je renouvelle mon appel aux éditeurs français comme Carlotta ou autres, négociez avec M6 s'il vous plaît pour sortir The Fall légalement en France, parce que c'est un film qui le mérite. Entièrement. Merci à vous. Merci Karel. Merci à toi. Non mais merci à toi vraiment d'avoir remis le The Fall sur la table. C'est vraiment un super au moment film. où il a fallu cartographier un peu nos horizons pour cette saison. On peut préciser peut-être, on a tous les deux mis 9 sur 10 sur Sens Critique. C'est vrai. Et c'est pas si souvent qu'on met des notes comme ça. Hein. C'est vrai. Effectivement, là, on est sur un accord parfait. Eh bah oui. Mais on n'a pas non. Et malgré notre accord parfait, on n'a pas exactement les mêmes lignes de lecture du film. Et aussi, c'est ça dire qui est sa cool. richesse. Voilà, c'est dire. Écoute, voilà. Mais oui. Mais bon, on va arrêter là. Je pense le ping-pong. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. On vous remercie évidemment si vous nous avez suivis. N'hésitez pas évidemment à mettre les petites étoiles, à rejoindre l'embarcation, comme on a dit en introduction. Plus on est de fous, plus on rit. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, à nous follow sur Twitter, à parler de nous autour de vous, et puis à nous suivre sur toutes les applications de podcast, et à redécouvrir nos anciens épisodes, et à nous suivre pour un prochain épisode qui sera spooky ou ne sera pas. À la prochaine. Bisous.